Bonjour et bienvenue à cette 33e session des rencontres économiques ex en scène. Bienvenue dans cette maison. Je suis Pierre Aski de France Inter, donc un petit peu chez moi. Session compliquée parce que nous sommes 3 en studio ici à la Maison de la Radio et tous les autres intervenants sont en visioconférence. Donc nous allons essayer de rendre ça le plus harmonieux possible. Le sujet est énorme. Le partenariat Europe-Afrique, c'est une sorte de serpent de mer dont on parle depuis des décennies, sans arriver à le concrétiser. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin. Le Covid-19 n'a pas arrangé les choses. Et sans tarder, donc je vais passer la parole à Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, qui va cadrer le débat et passer la parole ensuite à nos intervenants qui sont donc répartis entre la France et l'Afrique. Et nous espérons que tout fonctionnera bien. Je vous présenterai les uns après les autres au moment de vous passer la parole. Ça ira plus vite. Christian. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci de votre participation. On se bouscule beaucoup en Afrique. Je veux dire, il y a du monde et l'Europe, pendant longtemps, a une sorte de monopole de ce partenariat avec l'Afrique. Aujourd'hui, il y a de la concurrence. Et donc, si l'Europe veut être efficace, performante, il faut qu'elle ait des choses concrètes à proposer. C'est ce que je vais essayer de montrer en 5 minutes. Moi, l'idée de renouveau, l'idée de relance, de renouveau, de changer un peu des habitudes anciennes, à mon avis, pourrait être fondée sur un certain nombre de principes, 3 principes que je vais énoncer. Première idée, il faut que ce nouveau partenariat Europe-Afrique soit équilibré, plus équilibré qu'avant. Deuxièmement, il faut qu'il soit concret. Et troisièmement, il faut qu'il soit financé ou cofinancé. Première idée, il faut qu'il soit plus équilibré qu'avant. Je trouve que tout ce qui se passe dans le domaine monétaire en ce moment, en Afrique de l'Ouest, est intéressant, avec l'arrivée de l'éco, le remplacement du franc CFA par l'éco pour les 15 pays qui font partie de la CEDEAO. Et à mon avis, ce projet monétaire, ce projet de monnaie unique du côté de l'Afrique de l'Ouest devrait permettre de rééquilibrer dans le domaine monétaire les relations entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique a besoin de retrouver de la souveraineté monétaire, en tout cas plus de souveraineté monétaire, et l'Europe doit situer ses relations monétaires avec l'Afrique dans ce nouveau contexte. Deuxième idée, il faut que le nouveau partenariat soit concret. Je crois que ça ne sert à rien de faire un partenariat global, très général. On a besoin de choses concrètes, on a besoin de projets sectoriels. Alors, il y a déjà évidemment la coopération militaire qui existe dans le Sahel, ça c'est pas nouveau, ça existe depuis quelques années. Je voudrais évoquer 3 pistes, à mon avis, qu'on aurait intérêt à approfondir, qui relèvent d'un partenariat Europe-Afrique qui serait, à mon avis, gagnant-gagnant, où l'Europe et l'Afrique pourraient s'y retrouver. Premier axe, la cogestion entre l'Europe et l'Afrique des flux migratoires qui vont continuer dans les années qui viennent pour les raisons que vous savez. Alors, pour faire cette cogestion Europe-Afrique sur les problèmes migratoires, encore faut-il que l'Europe parle d'une voix. Cette condition n'est pas aujourd'hui vérifiée, mais j'espère, on peut toujours rêver. Et deuxièmement, encore faut-il que l'Afrique également parle d'une voix sur ces sujets. Là aussi, je rêve. Mais voilà un sujet concret sur lequel, pour des tas de raisons qui ne sont pas uniquement économiques, qui sont politiques, sociales, géopolitiques, nous avons besoin d'avancer et ça serait gagnant-gagnant. Deuxième axe de ce renouveau du partenariat Europe-Afrique, tout ce qui concerne l'éducation et la formation. L'Afrique a des talents, l'Europe aussi, il faut les mettre en commun, il faut améliorer la mobilité des uns des autres. Et je pense que l'investissement en capital humain est très important pour l'Afrique comme il est très important pour l'Europe. Troisième axe, renouveau du partenariat autour des sujets de l'heure, la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Là, je pense qu'également, il y a déjà des coopérations nord-sud entre les 2 rives de la Méditerranée, il faut aller plus loin. Alors, je dis troisième axe, il faut que tout ça soit financé. S'il n'y a pas de finance derrière, ça ne sert à rien. L'Europe a déjà pris une initiative intéressante
pour annuler ou proposer d'annuler une partie de la dette africaine. Le G20 a été moins loin en proposant un moratoire pour 12 mois. Moi, je pense qu'il y a déjà des partenariats financiers nord-sud. Il faut aller plus loin. Je termine en disant que ces trois principes que j'évoque, équilibrés, concrets, financés, il faut les appliquer en particulier pour une relance de partenariat euro-méditerranéen qui a été organisé depuis 15 ans, mais qui est aujourd'hui nulle part, qui est dans les starting blocks depuis l'Union pour la Méditerranée, les 5+5, etc. Il y a besoin d'une relance de l'Euromed sur ces nouvelles bases que je viens d'énoncer, mais les nouvelles bases, à mon avis, elles peuvent s'appliquer aux relations plus générales entre l'Europe et l'ensemble du continent africain. Merci de votre attention. Merci Christian, c'est effectivement des pistes concrètes et je pense qu'on a besoin de concret pour avancer. Alors je ne sais pas si Cher Kanté est en ligne, je ne vois pas la liste, je ne vois pas l'écran. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que Cher Kanté est en ligne? Non, apparemment pas. Donc je vais passer la parole tout de suite à Carlos Lopez que j'ai vu et qui est donc en direct du CAP, qui travaille pour la Commission de l'Union africaine, qui est haut représentant de l'Union africaine pour les partenariats avec l'Europe et qui s'exprime ici en tant qu'universitaire et intellectuel africain, si je ne m'abuse. À vous la parole. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment important de pouvoir donner un certain nombre d'éléments pour cadrer cette relation entre l'Europe et l'Afrique dans une année qui est assez particulière, puisque cette année, on aura un sommet Europe-Afrique, on aura une ministérielle dans quelques semaines, mois. Et donc, nous avons le Covid, donc un ensemble d'éléments qui vont définir d'une façon ou d'une autre la relation entre l'Europe et l'Afrique pour les années à venir, qui sont jusqu'à maintenant marqués par un certain nombre a priori, un certain nombre de cadres institutionnels qui montrent des limites et qui sont en train d'être revus. On parle beaucoup de l'accord post-Cotonou, qui est un accord qui lie l'Europe à un certain nombre de pays africains, mais aussi des pays des Caraïbes et du Pacifique, qui est arrivé à échéance cette année et qui devait déjà avoir un remplacement, mais qui n'est toujours pas cousu. Les négociations continuent. Et nous avons aussi la relation continent à continent que l'Union africaine veut distinguer de cette relation post-Cotonou, puisqu'elle doit se centrer sur des domaines très spécifiques et qui sont des domaines qui ne peuvent pas être négociations par d'autres instances que l'Union africaine. Parce que ce sont des délibérations de l'Union africaine, ce sont des responsabilités des mandats de l'Union africaine. Et je parle concrètement des questions de paix et sécurité, les questions de migration, les questions liées au changement climatique, mais surtout de la question commerciale, avec l'établissement d'un accord de libre-échange à l'intérieur du continent africain. Nous avons l'ambition de pouvoir parler avec les différents partenaires du continent d'une seule voix. Et cette ambition est très importante parce que jusqu'à maintenant, nous avons une relation avec l'Europe qui est marquée par une multitude d'accords commerciaux qui réduisent le poids de l'Afrique et qui négligent les possibilités d'établir une relation équilibrée, comme disait Christian tout à l'heure. Et je vais vous donner juste une illustration de cela en mentionnant que très souvent, on met en exergue le fait que l'Europe est le premier partenaire commercial de l'Europe. Et c'est vrai, l'Europe des 27 maintenant, pardon, de l'Afrique, l'Europe des 27 est le premier partenaire. Si on prenait juste un pays, ce serait la Chine. Mais si on prend les 27, c'est effectivement l'Union européenne. C'est vrai aussi que c'est le premier partenaire d'investissement, surtout si on prend en compte le stock d'investissement.
Et c'est vrai aussi que c'est le premier partenaire en aide au développement. Et même si on allait plus loin, si on se réfère par exemple au transfert de migrants, c'est aussi la première source de transfert de migrants. Donc voilà les raisons pour lesquelles la relation entre l'Afrique et l'Europe est une relation stratégique. Au-delà d'être aussi une relation historique, au-delà d'être aussi une relation d'intérêt commun dans le monde multilatéral. Mais c'est une relation stratégique parce qu'en fonction de comme on définit cette relation, on aura le canevas pour pouvoir engager d'autres partenaires aussi importants. Et je disais, toutes ces statistiques sont importantes parce que très souvent, on ne mentionne pas, d'un autre côté, le fait que l'Afrique est le troisième partenaire commercial de l'Europe, juste après les États-Unis et la Chine, fait de l'Afrique un point de vue commercial plus important que l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes dans sa totalité, et 3 fois le poids de l'Inde. Donc, juste pour montrer que quand on parle d'équilibre, il va falloir mettre en relief ces caractéristiques qui font de l'Afrique un partenaire absolument incontournable pour l'Europe, ce qui n'est pas toujours reconnu. On pense toujours en Afrique en termes, par exemple, d'aide au développement, qui est relativement réduite par rapport à la croissance économique du PIB africain. Donc, c'est devenu vraiment des montants ridicules. Juste pour vous donner un exemple, Covid, l'ensemble des aides qui ont été mentionnées par l'Union européenne pour l'Afrique, ce sont des aides qui sont juste des reprogrammations de fonds qui étaient déjà alloués. Et dans sa totalité, il représente moins que l'aide européenne au Portugal, un pays de 10 millions d'habitants. Donc, juste pour qu'on puisse mettre les choses dans le texte. Et ce serait la même chose si on parlait, par exemple, du fait qu'elle ne peut pas le faire si elle continue à avoir une relation commerciale qui est basée sur l'exportation de matières premières non transformées au bénéfice d'autres, notamment européens. Bon, voilà un peu pour commencer les aspects qu'il va falloir discuter si on veut vraiment parler d'une relation équilibrée. Merci Carlos Lopez. Je pense qu'effectivement, merci d'avoir rappelé ces données qui sont peu connues du grand public et qui a effectivement une vision peut-être datée des rapports avec l'Afrique. Alors je ne sais pas si Cher Kanté nous a rejoint. Laisse tomber. Non. Alors, je passe la parole à Ibrahim Hassané Mayaki, qui est du Niger et qui parle au nom de la NEPAD, qui est cet institut relié à l'Union africaine. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. À vous la parole. Merci. Vous êtes très clair. Merci. Juste pour préciser que le NEPAD est aujourd'hui l'agence de développement de l'Union africaine. Et oui. Ce que nous faisons, c'est mettre de l'énergie renouvelable en milieu rural, travailler sur des corridors régionaux de transport, aider à maintenir des rails, des chemins de fer, des choses très concrètes qui ont trait aux questions qui pourront être évoquées plus tard. Alors, Carlos a très bien caractérisé l'ampleur et le contenu du type de coopération qui existe entre l'Europe et l'Afrique. Je voudrais, moi, remettre en question, ou plutôt mettre en question ce partenariat. Un partenariat, par définition, suppose une identification par un certain nombre d'acteurs d'un problème commun pour lesquels ils visent
à atteindre un objectif commun en gardant leur autonomie. Hein. C'est la définition du dictionnaire. Ce que nous apprend cette période et cette crise, c'est de mettre en lumière un critère fondamental qui est celui de la pertinence. Et dans tous nos pays aujourd'hui qui sont atteints par le Covid, le concept de pertinence est le concept essentiellement utilisé par tous les acteurs, acteurs de la société civile, du secteur privé, etc. Et la question c'est, est-ce que nous sommes pertinents institutionnellement? C'est ce que pose un certain nombre d'acteurs. Et la deuxième, c'est que est-ce que nos systèmes de gouvernance eux-mêmes sont pertinents? Et en rallongeant la liste, est-ce que le partenariat Europe-Afrique est pertinent? Alors là, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser avant de dire ce qui devrait être fait. Il y a ce qui relève des tractations tactiques. Hein. Est-ce qu'on doit privilégier la digitalisation? Est-ce qu'on doit privilégier la transformation agricole en vue de limiter la migration? Est-ce qu'on doit privilégier l'énergie renouvelable? Est-ce qu'on doit faciliter une transition de type industriel qui soit plutôt verte? C'est ce que j'appelle les tractations tactiques. Il faut différencier cela du niveau stratégique. Et c'est à ce niveau stratégique que se situe ce concept de pertinence. Et je pense qu'il y a deux aspects sur lesquels la coopération actuelle n'est pas pertinente. La première, c'est que appuyer au niveau de l'Union européenne une Afrique fragmentée en 55 États ne produira pas de développement. Et c'est pour ça que l'Union africaine met en œuvre l'intégration régionale, les solutions régionales. Nous savons de plus en plus, ça prendra du temps pour que ça soit su totalement, que les solutions régionales sont les solutions optimales à nos processus de développement et non pas les solutions nationales. Et quand l'Union européenne appuie de manière bilatérale, c'est très bien, mais tout cela n'ira pas très loin. Il y a une révision de fond sur un appui de type régional à des solutions régionales. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à la pertinence, c'est qu'un continent qui a une population dont l'âge médian est de 19 ans ne peut pas être géré comme une autre région du monde dont l'âge médian de la population est de plus de 40 ans. Une des conséquences majeures qu'aura cette crise sur nos systèmes de gouvernance, c'est qu'ils devront changer profondément. Et on le voit déjà, on voit cela pointer dans beaucoup de zones de la région. Donc, l'interaction qui est faite aujourd'hui entre l'Union européenne et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Europe, doit nécessairement prendre en compte cette dimension démographique parce que nous n'avons pas finalisé notre transition démographique. Et les systèmes de gouvernance avec lesquels l'Europe discute aujourd'hui ne seront plus valables dans 10 ans. Anticiper ce facteur et commencer à penser à des solutions intelligentes et commencer à penser à une autre forme de coopération. Et puis le dernier point qui me semble important et qui est de niveau stratégique aussi, sur lequel là je crois que cette interaction Europe-Afrique sera essentielle, c'est la refonte d'un multilatéralisme qui est en berne totale. L'action que l'Europe et l'Afrique pourront, les actions qu'elles pourront prendre pour cimenter un partenariat pertinent va permettre de revoir le multilatéralisme d'une autre manière, parce que je pense que celui dans lequel nous sommes, je n'ai pas le temps d'élaborer, est tout à fait non seulement dépassé,
inefficace et inutile. Merci beaucoup. Ce sont des points importants. Je pense que ça serait intéressant que vous développiez tout à l'heure, peut-être si on a le temps, ce point sur le multilatéralisme, parce que vous avez eu des mots forts. Donc, nous continuons avec Elisabeth Moreno, qui est vice-présidente et managing director de Hewlett-Packard Afrique, et qui est également en duplex d'Afrique du Sud. À vous, madame. Merci beaucoup, Monsieur Aski. Bonjour à tous. Je suis ravie de faire partie de ce panel parce que ce sont les deux parties de ma culture que l'on va adresser aujourd'hui. Donc, je dois vous avouer que quand j'ai découvert le titre du thème dont nous débattons en ce moment, la franco-africaine, pourtant optimiste que je suis, n'a pas pu s'empêcher de sourire tristement. Parce qu'en y réfléchissant bien, la relation Europe-Afrique est vieille de plus de 5 siècles. Et les caractéristiques majeures de cette longue histoire que beaucoup ont oubliée sont l'asymétrie et la violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Aski, l'équilibre et les exemples, c'est pas vous qui l'avez dit, mais j'ai entendu parler d'équilibre et d'exemples concrets sur comment ce nouveau partenariat peut se mettre en route. Mais on ne peut pas négliger le fait que entre la traite négrière et la colonisation, il y a quand même 4 siècles et demi qui se sont écoulés. Et je voulais rappeler ce contexte historique parce qu'il est important pour comprendre la méfiance des Africains à l'égard des vœux nobles qui sont par exemple affichés par Madame von der Leyen qui appelle à bâtir un partenariat entre égaux ou encore quand Monsieur Charles Michel dit qu'il souhaite écrire de nouvelles pages d'un avenir commun et optimiste. Et je ne puis m'empêcher de faire un parallèle ici, puisque la vie est faite de relations humaines. Imaginez un couple dans lequel l'un a totalement dominé et parfois violenté l'autre pendant des années, et voyant qu'un tiers cherche à la séduire, lui fait des promesses de nouvelles relations très différentes de tout ce qui a existé par le passé. Avouez que le doute et la méfiance seraient de mise. Surtout que le tiers, lui, tout nouveau, tout beau, la couvre de soi-disant cadeaux et lui dit combien il prendra soin d'elle. Et je pense que cette relation dominant-dominée qui aura duré si longtemps, est-ce qu'on peut se demander réalistement si elle peut laisser place à une nouvelle relation? Et si c'est le cas, comment cette nouvelle relation peut se mettre en place? Une histoire, un destin commun et 14 kilomètres, c'est ce qui sépare l'Afrique et l'Europe. Et on a vu que le lien colonial s'est progressivement transformé en lien contractuel. Toutefois, comme le dit notre fameux proverbe africain, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et ces rapports ont toujours été déséquilibrés. Bien sûr, on a vu les choses évoluer parce que depuis la chute du mur de Berlin en 89, date à laquelle finalement l'Afrique ne dialoguait qu'avec les anciennes puissances coloniales, eh bien, elle s'est ouverte au reste du monde. Et en même temps, dans le traité de Lisbonne, la construction européenne s'est enrichie avec d'autres États adhérents qui, eux, n'avaient pas d'histoire coloniale avec l'Afrique et qui ont apporté d'autres instruments d'aide. Et le 11e Fonds européen de développement, je crois que c'est celui des accords de Cotonou, c'était un fonds de 30,5 milliards d'euros. Il s'arrête à la fin 2020. Et cette coopération, elle se négocie entre l'Union européenne et l'Union africaine, pays par pays, dans le cadre des programmes nationaux indicatifs, régionaux et thématiques. Et j'ai vu qu'il y avait 5 priorités qui avaient été définies dans ce programme: la transition verte, la transition numérique, la transformation numérique, le libre-échange continental, la paix et la bonne gouvernance, le défi migratoire et la mobilité des personnes. Alors d'un côté, on a les Européens qui arrivent avec leurs attentes européennes, et de l'autre, on a les Africains qui refusent une relation centrée sur l'aide et qui souhaitent miser finalement sur des intérêts communs équilibrés. Et ces nouvelles exigences de part et d'autre expliquent probablement la raison pour laquelle ces accords peinent encore à être renouvelés. Et je crois que l'Afrique est arrivée à un tournant de son histoire où, comme l'a déclaré le chef de la diplomatie européenne, elle n'a plus besoin de concours de bonté. On sait tous que les sols et les sous-sols africains regorgent de minerais qui servent à la fabrication de la plupart des produits que nous utilisons au quotidien.
tels que le pétrole, le gaz, les minéraux, l'or, le diamant, le café, le cacao, le coton. Et Carlos l'a dit tout à l'heure, les relations commerciales entre ces deux continents sont extrêmement importantes. Mais le problème, c'est que cette richesse n'a jamais véritablement profité qu'à une poignée d'Africains et les autres n'ont jamais su l'exploiter. Et jusqu'à la crise du Covid-19, la croissance de beaucoup de pays d'Africains avoisinait les 5 à 7% quand les pays dits développés étaient un peu en berne. Alors évidemment, en Afrique, tout est à construire. La population est en plein boom démographique. Les classes moyennes sont en train de se développer et les potentialités d'investissement sont immenses. Donc on comprend pourquoi tout le monde s'intéresse tout d'un coup au continent et je crois qu'il est temps que l'Afrique arrête de mendier sa place dans l'histoire, comme un ancien président l'a dit. Certains pays commencent enfin à le comprendre, qu'ils soient dans les pays du Nord ou les pays du Sud. Et aujourd'hui, on voit le continent courtisé par des Chinois, par des Indiens, par des Turcs, par des gens du Golfe, par les Américains, les Russes qui sont de retour. On voit des sommets France-Afrique, on voit des sommets Chine-Afrique, on voit des sommets Inde-Afrique, Russe-Afrique qui se développent en même temps, et la Grande-Bretagne cherche elle aussi à renforcer ses rapports avec l'Afrique. Et enfin, on voit l'Afrique invitée aussi au G7, au G20, etc., etc. Et cette liberté de choisir ses partenaires appelle aussi à une grande responsabilisation du leadership africain qui doit établir une meilleure gouvernance et garantir juridiquement le bon développement du système des affaires sur le continent. Mais malgré tous ces changements, l'Europe reste le premier investisseur en Afrique, ça reste encore le premier pourvoyeur d'aide et le premier partenaire commercial, malgré, on va dire, l'activisme des Chinois. Parce qu'il est évident que si on a des intérêts économiques communs, on a aussi beaucoup de défis communs, puisqu'il y a le problème des migrations, le problème de terrorisme, les changements climatiques ou la sécurité alimentaire, pour ne citer que cela. Nos destins sont donc, qu'on le veuille ou non, encore naturellement liés, comme par le passé, mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Si on prend l'exemple de Madame von der Leyen et de Monsieur Charles Michel qui ont fait successivement leur premier déplacement à Addis Abeba avec la plupart des commissaires européens, c'est assez nouveau et ça caractérise l'importance qu'attache l'Union européenne à sa relation avec l'Afrique. Mais la diversité des intérêts des pays de l'UE et la multitude des structures de dialogue ou de programmes bilatéraux de coopération, j'en ai lu je n'en sais plus combien, ça rend encore difficile l'harmonisation des actions. Ils s'enchevêtrent, ils se concurrencent parfois et donc l'efficacité est assez limitée. Et il y a encore aussi une certaine confusion au sein même de l'Union africaine parce que la plupart des chefs d'État s'accrochent à leur souveraineté et parfois on se demande si cette souveraineté est plus importante que la survie des citoyens africains. Bref, l'Afrique est passée d'un afro-pessimisme à un afro-optimisme au gré de ses évolutions politiques, économiques et sociales. Moi, je me contenterai d'être afro-réaliste en traçant succinctement ce qui pourrait être justement ce nouveau rapport entre l'Union européenne et l'Union africaine. Tout d'abord, il faut une priorité absolue à l'éducation. Je vais vous demander de conclure rapidement, s'il vous plaît. Je vais faire très vite. Une priorité absolue pour l'éducation. Il faut booster l'entrepreneuriat parce que avec une population aussi jeune, si on ne donne pas aux Africains la possibilité de prendre leur destin en main, ça va être une véritable catastrophe. L'innovation qui est un point également extrêmement important parce que entrepreneuriat et innovation vont ensemble. Il faut également garantir la santé des Africains sur le continent et le Covid-19 est une difficulté à prendre en compte. Et enfin, la jeunesse, ça a été mentionné, le continent a la population active la plus jeune du continent. Si on ne forme pas cette jeunesse et qu'on ne l'aide pas à s'intégrer dans un monde qui est vieillissant et où on a besoin de plus en plus de talents, on va avoir des choses difficiles à régler. Donc, cette jeunesse, elle est en Europe, elle ne trouve pas sa place en Europe. Quand elle arrive en Afrique, elle ne trouve pas sa place en Afrique parce qu'il y a aussi cette concurrence avec les jeunes de l'Afrique. Donc, si j'avais une baguette magique, c'est sur les jeunes du continent africain que j'investisserais. Merci beaucoup. Je retiens votre métaphore de la séduction et des partenaires, du sérieux des partenaires. Je passe la parole à Vincent Rouet, qui est le PDG du groupe technologique GFI. À vous la parole.
Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Écoutez, pour reprendre ce qui vient d'être évoqué, je crois qu'effectivement, l'Europe souffre d'un passif qui, face aux actions assez agressives, c'était cité, des Chinois, des Indiens, nous met dans une situation difficile dans le cadre de ce partenariat. Mais nous, et je vais prêcher pour ma paroisse, on est convaincus que le numérique reste un secteur clé pour la création de ce nouveau partenariat. Il est clair que, au-delà du boom démographique qui pousse aujourd'hui à la croissance, la pénétration de la téléphonie mobile, de l'internet à haut débit, la dynamique du commerce en ligne sont autant de sujets qui vont impacter la croissance et qui vont permettre de transformer les économies et d'accélérer. Pour preuve aujourd'hui, je crois qu'en 10 ans, entre un peu plus de 10 ans, le commerce électronique sera multiplié par 10. On voit l'effervescence au niveau des startups dans beaucoup de pays, et puis se créer des pôles, que ce soit au niveau de start-up, Tunisie, Rwanda, Côte d'Ivoire, des centres d'appel pour le Maroc, la Tunisie, ou des centres de services et d'innovation, des centres de recherche et d'innovation dans pas mal de pays. Il est important pour nous, et nous opérons dans le continent sur plus de 22 pays, dans un modèle qui reste celui, je pense, qu'on doit privilégier, plutôt que d'être historiquement dans un modèle où on venait extraire des ressources, se situer aujourd'hui d'un partenariat gagnant-gagnant où la croissance du marché local portée par la croissance ou l'élévation de la classe moyenne amène aujourd'hui tout le continent à être à la fois importateur et consommateur, et bien sûr à susciter l'appétit des acteurs que nous avons vus, et avec une perte d'influence depuis maintenant plus de 10 ans de l'Europe sur le sujet. Il est fondamental pour nous de renverser cette logique et on est convaincu que cette relation de partenariat qui doit bénéficier d'une relation win-win avec tous les États et l'Europe doit être le vecteur doit être porté par le numérique, qui va être un vecteur de transformation, que ce soit au niveau de l'éducation. On parlait de la population de la moyenne d'âge, il est clair que le numérique peut être au niveau du continent un vecteur de transformation et d'éducation de la population, que ce soit au niveau de la santé bien sûr, mais au niveau de tous les secteurs, puisque le digital impacte bien sûr, comme vous le savez, tous les secteurs d'activité, mais aussi l'amélioration de la gouvernance. Un certain nombre de sujets importants aujourd'hui qui sont portés pour transformer l'administration, avec une capacité à révolutionner les modes de relation entre la population et les gouvernements, et bien sûr cette transformation devient un acteur ou un élément favorable à l'implantation des industriels que nous sommes sur ce continent, dans la mesure où bien sûr toutes ces opportunités qui ont été citées sont aussi à mettre en face un certain nombre de risques, et risques essentiellement portés par un certain nombre de sujets qui ont été évoqués d'ailleurs par Elisabeth Moreno, par la gouvernance et d'autres sujets beaucoup plus classiques. Donc pour nous, ce qu'on voit, c'est que dans cette dimension, il est fondamental que nous relocalisions des opérations sur le continent, dans les pays, dans une stratégie qui a déjà été portée par un certain nombre de pays individuellement, au niveau de la transformation des infrastructures. Et on est convaincu qu'aujourd'hui, ce partenariat doit être regardé de façon plus globale, même s'il y a des initiatives, même au niveau du numérique, avec les alliances Smart Africa ou d'autres sujets, mais que l'approche globalisée du continent, qui est assez divers et varié, vous le savez, doit être un élément majeur de ce nouveau partenariat dans lequel bien sûr, les acteurs que nous peuvent s'implanter localement, transformer, localiser, faire partir des écosystèmes et développer les écosystèmes dans chacun des, mais dans une vision globalisée. C'est un sujet qui aujourd'hui nous tient particulièrement à cœur, bien sûr, mais doit faire l'objet, au-delà des financements et des approches plus globales qui doivent être mises en œuvre, d'un focus particulier, puisque vous l'aurez compris, pour moi le numérique est le terrain de la fondation de ce nouveau partenariat pour accélérer la croissance, créer de la valeur en Afrique pour toutes les populations en termes d'emploi, de services et de services publics notamment, et créer le lien entre nos populations, nos économies, nos pays pour accélérer la modernisation et stimuler la démocratie. Voilà. Merci pour cette contribution. Et en studio avec nous, donc à Paris, je passe la parole à Arnaud Rousseau, qui est le président du groupe Avril, qui est un groupe agroalimentaire français important. À vous la parole.
Bien, bonjour à tous. D'abord, merci de l'invitation qui m'a été faite. Alors, bon, moi, je voudrais me poser exclusivement sous l'angle, évidemment, des sujets d'agriculture, d'agroalimentaire et d'alimentation, qui sont des sujets, évidemment, importants en Europe, mais aussi très importants en Afrique. Le modèle du groupe Avril, c'est un modèle qui s'est d'abord construit sur les agriculteurs, avec une promesse, c'est que finalement, l'agriculteur, il est ancré dans un territoire, il doit vivre de son métier et il doit faire rayonner économiquement tout ce qui l'entoure. Et cette promesse qui a été vraie en France avec un groupe qui s'est construit il y a une trentaine d'années et qui est aujourd'hui un des leaders de l'agroalimentaire français, on a la conviction qu'elle est réplicable ailleurs sur la planète et notamment sur nos voisins immédiats qu'est le continent africain. Et finalement, quand vous mettez des agriculteurs ensemble, qu'ils soient européens ou d'autres continents, il y a un certain nombre de connexions qui se font. Et pour répondre à la question qui nous est posée ce matin, finalement, comment on construit un partenariat, moi je voudrais peut-être revenir sur ce que sont les prérequis quand on veut construire un partenariat, alors en Afrique, mais globalement, c'est ce qu'on a fait dans divers pays européens, on a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin de l'engagement des acteurs de terrain, des engagements locaux. Et je fais écho à ce que disait Christian de Boissieu, finalement, soyons assez concrets, on peut se projeter, on sait ce qu'il en est de la relation entre le continent européen et africain, ça a été redit à de nombreuses reprises, y compris quand on évoque l'histoire. Finalement, moi j'appartiens à une génération qui a plutôt envie de regarder vers l'avant, et qui a envie de regarder la manière dont on construit. Donc ces prérequis, pour moi, ils sont d'abord l'engagement des acteurs locaux. Et pour ce qui concerne nos projets, et j'y viendrai tout à l'heure, on a des relations très proches avec les coopératives, les chambres d'agriculture, les groupements d'agriculteurs en Afrique, les interprofessions. Ce sont eux d'abord avec lesquels on veut construire du développement. La deuxième chose, c'est que pour construire des partenariats, il faut un engagement des États, des gouvernements. Il faut des politiques publiques, c'est-à-dire que l'engagement des acteurs locaux ne suffit pas, il faut un cadre réglementaire, il faut un accompagnement politique. Ensuite, notre objectif, c'est de construire des filières, parce qu'on sait très bien qu'une vision qui serait seulement centrée sur une production locale ne suffit pas, et qu'on a besoin d'avoir une approche en filière avec finalement ce que sont les réalités de la production, ensuite comment on transforme cette production, comment on la conserve, comment on la développe, et puis ensuite, qui sont les consommateurs de cette production? La proximité des consommateurs, est-ce que c'est de l'export, est-ce que c'est de la fabrication locale, est-ce que c'est de la consommation locale? Donc on a besoin de construire ces filières. Si on n'a pas ces filières, finalement, on n'est pas capable d'atteindre l'objectif. Ensuite, ça a été dit à plusieurs reprises par certains interlocuteurs, on a besoin aussi de savoir ce que sont les technos, la tech, les process de fabrication, les process de transformation, comment on s'appuie sur l'innovation, comment on s'appuie sur la formation. Et sur la formation, je voudrais m'arrêter un instant. Nous sommes, nous, extrêmement heureux de pouvoir s'appuyer sur les connaissances d'un certain nombre d'ingénieurs des pays d'Afrique qui nous éclairent beaucoup en Europe sur les questions du changement climatique et de la culture dans des conditions de réchauffement. Et donc là aussi, on a une espèce de partenariat qui nous permet finalement de bénéficier du savoir que nous n'avons pas en Europe sur des réchauffements climatiques que l'on constate de plus en plus et qui viennent gréver, impacter nos productions. Donc vous voyez, on n'est pas monocentré, il y a aussi une forme d'échange. Enfin, je voudrais dire que il y a un facteur aussi qui est clé pour nous dans le développement, c'est les sujets évidemment autour de la sécurité et enfin des financements, parce que pour qu'un projet ait lieu, il faut que chacun contribue au développement de ce projet. Ça ne peut pas être simplement une forme de financement unilatéral. Alors une fois que j'ai dit ça, je voudrais être assez concret et vous dire en quoi finalement Avril, en tant que groupe, a développé des projets sur le continent africain. Avec un exemple qui est celui de la relation qu'on a développée avec le Maroc dans le cadre du plan Maroc Vert qu'a voulu Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2012. Il a dit finalement, moi je veux développer la production agricole, les productions agricoles, parce qu'on sait que le continent africain est pluriel et le Maroc est pluriel, entre des exploitations de taille importante et des exploitations plus petites. Et moi, je suis prêt à y mettre des moyens d'argent public, mais j'ai besoin de partenaires pour développer ça. Et nous sommes arrivés, et on a finalement été reconnu comme étant un agrégateur des agriculteurs sur le terrain. On a repris finalement ce qui était l'entreprise phare, puisque nous sommes actionnaires majoritaires avec des partenaires marocains. Donc là aussi, on est dans une approche de construction, parce qu'on a besoin de l'expertise des partenaires locaux, on a besoin des institutionnels marocains pour faire ce travail. Et finalement, ce qu'on observe avec ce projet qui s'appelle maintenant Génération Green, c'est qu'en un peu moins de 10 ans, pardonnez-moi, on a été capable de multiplier la production d'oléagineux de manière importante, on a été capable de restructurer les plantations oléicoles, on a été capable de se projeter dans la manière dont les agriculteurs sont formés, dans la manière dont la collecte s'organise, les semences s'organisent, la technologie s'organise, et tout ça permet finalement d'apporter de la valeur ajoutée. Et moi, je voudrais finir sur ce mot de valeur ajoutée, parce que
finalement, tout ça ne permet aux entreprises de se développer, et singulièrement au groupe Avril de se développer, parce qu'il n'y a pas de philanthropie derrière ça. Il y a aussi une volonté de construire de la valeur. C'est la répartition de la valeur. On sait qu'une entreprise ne peut pas tenir si finalement elle n'a pas des fournisseurs durables qui sont ancrés dans les territoires. Et quand on voit les enjeux du continent africain, et notamment de sa jeunesse, âge médian 19 ans, je veux dire, c'est éclatant pour faire comprendre qu'il faut investir massivement sur cette jeunesse qui a vocation à pouvoir vivre sur ces territoires et pas forcément être contrainte à de l'exode urbain ou à de la migration. Et donc nous, on considère que finalement, dans cette nouvelle manière de se projeter, on est capable de le faire. Alors, on a des outils pour ça. Je vous ai parlé du groupe Avril qui investit évidemment de manière industrielle, mais on a aussi des fonds interprofessionnels français qui agissent à travers une structure qui s'appelle Agropole dans un certain nombre de pays africains. Et puis on a une fondation Avril, dont un des objets sociaux est le co-développement en Afrique. Le co-développement, ça veut dire que pour que chacun y trouve sa part, il faut que les acteurs locaux puissent se développer, il faut que cela puisse créer de la valeur. Et finalement, peut-être pour relancer le débat, moi j'ai envie de dire que dans les modèles qui vont être proposés à nos partenaires africains, encore une fois, c'est la porte d'à côté d'un point de vue des territoires. Eh bien la question, moi j'ai envie de leur poser finalement, c'est quel choix voulez-vous faire ? Il y en a plusieurs, ça a été particulièrement bien dit par les différents interlocuteurs, mais finalement, entre le choix de cette co-construction, et je pense notamment à l'alimentation, qui est proposée par l'Europe et singulièrement par la France à travers un certain nombre de groupes industriels, il y a Avril, mais il y en a d'autres, et le modèle plutôt chinois, il me semble qu'il y a une différence. Et finalement, je crois que c'est aux Africains eux-mêmes de choisir leur avenir. En tous les cas, nous, on considère qu'on a peut-être quelque chose à amener, qu'il y a de la réciprocité, parce qu'il y a du génie aussi dans la manière dont notamment l'agriculture africaine se développe avec cette expertise, encore une fois, que nous n'avons pas en Europe. Et puis, si on veut se projeter sur ce nouveau partenariat, eh bien, on aura besoin finalement d'avoir des choix assez clairs. Pour ce qui nous concerne, il l'est. On a besoin aussi de le voir. On a un certain nombre de pays qui nous ont approchés. Évidemment, le Sénégal, et c'est pour ça que je regrette que Cheikh Kanté ne soit pas parmi nous, mais d'autres en Afrique subsaharienne. Nous, on est prêts à y aller, mais encore une fois, il faut qu'on construise main dans la main sur un modèle clair. Merci, c'est du concret, effectivement. On va essayer d'organiser un petit débat entre vous, et je voudrais peut-être, vous avez terminé sur la Chine, et dans les questions qui nous sont parvenues, je vais peut-être un peu mélanger les choses, mais il y a plusieurs questions sur la Chine, et Elisabeth Moreno y a fait allusion tout à l'heure. Est-ce que quelle est l'importance du facteur chinois dans cette équation et dans la prise en compte de ce facteur dans l'idée d'un nouveau partenariat Europe-Afrique? Alors, qui veut commencer? Elisabeth Moreno, vous avez abordé un petit peu le sujet. Je crois que vous avez travaillé, d'ailleurs, je voyais dans votre CV, pour Lenovo, donc un groupe chinois, ou en tout cas qui est la reprise d'IBM. Donc, peut-être développer cette idée que vous avez commencé à aborder tout à l'heure. Écoutez, la Chine est aujourd'hui extrêmement présente sur le continent africain et partout. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas aux pays qui sont généralement ceux qui attirent le plus les convoitises sur le continent. On va parler de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou de l'Angola. La Chine est extrêmement présente dans les grands pays africains comme elle l'est dans les petits pays africains. Le directeur général de GFI l'a mentionné, la transformation digitale numérique aujourd'hui est extrêmement importante. On sait que les deux grands acteurs dans ce secteur technologique sont les Américains et les Chinois. Et les Chinois sont en train d'apporter énormément de choses sur le continent, dans les grands comme dans les petits pays. On sait très bien que rien n'est gratuit en ce bas monde et les relations commerciales sont ce qu'elles sont. Ce que je vois, moi, en tant qu'Africaine, que les Chinois font et que peut-être d'autres ne font plus, c'est que
qu'ils ont une politique locale extrêmement importante. Il y a énormément de Chinois qui vivent sur le continent, qui travaillent avec les Africains en étant sur le continent et qui mettent en place des solutions localisées à l'encontre de ce que je vois des pays occidentaux où on essaye finalement de faire des copier-coller et je pense que le président d'Avril l'a dit, il faut co-construire et construire des solutions locales et ne pas penser que ces solutions ne peuvent que venir de l'extérieur pour enrichir l'Afrique. Il y a énormément de solutions locales en Afrique qui sont en train d'être créées aujourd'hui, qui peuvent aussi servir les problématiques qui existent dans les pays occidentaux. Oui. Carlos Lopez, peut-être un mot là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique utilise bien cet atout qui est peut-être d'avoir plusieurs séducteurs, pour reprendre la métaphore d'Elisabeth Moreno? Oui, bien sûr, le plus, le mieux. Mais il faut dire que les Chinois, ils font une très bonne affaire avec l'Afrique parce que l'ensemble des investissements chinois en Afrique représente à peu près le monde. Ce qui veut dire que c'est vraiment... excusez, vous pouvez répéter parce qu'il y a eu une petite interruption de réseau et on n'a pas entendu votre sur les investissements chinois. Ouais. Je disais que les Chinois font une très bonne affaire avec l'Afrique parce que l'ensemble des investissements chinois en Afrique représente 4% seulement de leur portefeuille d'investissement dans le monde. C'est autant que ce qu'ils investissent dans un pays comme le Pakistan. Donc, ce qui veut dire qu'avec très peu d'argent, ils occupent énormément d'espace. Et la raison, c'est parce qu'il y a une érosion de l'investissement européen, malgré le fait qu'il est toujours le plus élevé, érosion aussi de l'investissement américain, et il y a une érosion de plus en plus de l'investissement britannique, maintenant séparé de le reste de l'Europe. Donc, ce qui veut dire que les nouveaux acteurs, ils contribuent pour une augmentation relative des investissements en Afrique, mais le poids de la Chine doit être relativisé par rapport à ce qu'ils font dans le reste du monde. Et je pense aussi que c'est très important de savoir que les Chinois ont une stratégie pour l'Afrique. Et dans cette stratégie, ils divisent les pays africains dans différentes typologies. Un groupe de pays représente des intérêts économiques stratégiques pour la Chine à cause des matières premières qu'ils possèdent ou des possibilités de marché qu'ils offrent. Un autre deuxième groupe représente pour les Chinois un intérêt qui n'est pas stratégique, mais un intérêt d'occupation de marché. Et le troisième groupe, c'est des pays qui ne sont pas vraiment importants du point de vue économique pour la Chine, mais qui sont importants pour sa réputation. Ce qui veut dire qu'ils engagent ces petits pays avec des montants qui sont relativement faibles pour les efforts chinois, mais ça leur permet d'avoir une présence dans l'ensemble du continent, donc un tissu de relations qui est très basé sur la réputation et donc le capital réputationnel. Mais moi, j'aimerais aussi introduire ici un autre élément qui est méconnu et qui est très important à retenir. C'est que les Africains, ils investissent aussi en Chine. En effet, la plus grande entreprise de télécom et de IT de Chine, Tencent, et le plus grand actionnaire est un actionnaire sud-africain, c'est Naspers. Naspers possède 30% de Tencent. Naspers est la plus grande entreprise d'Afrique. Elle est basée ici à Cape Town. Naspers a dans sa participation en Chine 120 milliards de dollars de capital. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi contrebalancer notre vue selon laquelle c'est une relation qui va à sens unique. Il y a un certain nombre de développements. Je pouvais donner un autre exemple. Ethiopian Airlines domine complètement les ciels entre l'Afrique et la Chine. Et on l'a vu pendant le Covid d'ailleurs. Donc, Ethiopian Airlines a 52 vols par semaine
vers la Chine et la Chine a 4 vols par semaine vers l'Afrique, juste pour donner un autre exemple. Donc voilà, il faut relativiser un peu et ne pas donner l'impression que les Africains sont juste des enfants qui reçoivent des cadeaux chinois. Merci. Mais belle image. Monsieur Mayaki, je voudrais revenir sur le dernier point sur lequel vous étiez intervenu, sur cette refonte du multilatéralisme. Et comment, selon vous, l'Europe et l'Afrique peuvent contribuer à réinventer ce multilatéralisme à un moment où on a plutôt un climat de guerre froide entre Américains et Chinois qui risque d'emporter tout le monde, y compris les Européens et les Africains? Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais y répondre. Je voudrais réitérer le fait qui a été souligné par Carlos, que la relation entre l'Afrique et la Chine n'a absolument rien de sentimental aujourd'hui. Hein. C'est une relation qui est basée sur les affaires, entre guillemets. Nous comprenons parfaitement ce que les Chinois ont comme objectif et nous essayons de défendre nos intérêts vis-à-vis de la Chine. C'est ce que je constate à l'intérieur de l'Afrique en général. Maintenant, sur le multilatéralisme dans lequel nous sommes aujourd'hui a été construit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec un objectif de reconstruction. Ce multilatéralisme, depuis une dizaine d'années, est en train d'être déconstruit sur fond de guerre froide, des fois moins froide, et avec un éclatement de tous les processus de décision qui ont permis au multilatéralisme d'être utile. Hein. Vous avez un Conseil de sécurité qui est généralement bloqué. Vous avez des ressources fiscales, financières du système des Nations Unies qui sont très limitées. Vous n'avez plus la vigueur que ce multilatéralisme avait il y a 40, 50 ans. Alors, un partenariat à construire entre l'Afrique et l'Europe doit poser les bases d'un nouveau type de multilatéralisme qui peut inspirer une révision de l'ensemble du système dans lequel nous sommes, le système des Nations Unies notamment. Alors comment? Je vois là, il y a trois pistes possibles. La première, c'est que l'appui que les domaines d'appui entre l'Afrique et l'Europe, et j'insiste là-dessus, doivent absolument dépasser le bilatéral pour s'inscrire dans le régional. Je m'explique. Lorsque l'on parle d'appui au développement des infrastructures à travers des partenariats publics-privés, ça ne doit plus être des projets nationaux, ça doit être des projets régionaux. Afin d'accélérer l'intégration de l'Afrique, je pourrais donner d'autres exemples. Lorsque l'on parle de transformation agricole, on ne doit plus viser le Togo, le Malawi ou la Tanzanie, mais on doit viser là également des corridors qui peuvent être des espaces de transformation agricole et qui peuvent pourvoir à des systèmes de réserve alimentaire, ainsi de suite. Donc, l'appui à la dimension régionale. Cette construction Europe-Afrique en appuyant la dimension régionale va être une base de renforcement de la capacité et de l'Europe et de l'Afrique à bâtir ce nouveau type de multilatéralisme. Deuxième point, l'intégration africaine dépendra fondamentalement de ces types de solutions régionales. Et plus l'Afrique sera intégrée, plus elle aura sa place géopolitiquement dans ce monde à construire et elle apportera sa pierre à ce multilatéralisme. Troisièmement, les relations les relations internes à l'Afrique, les relations sociales internes,
qui vise à construire des systèmes de gouvernance nouveaux. Et ces systèmes de gouvernance nouveaux dépasseront d'ici 30 à 40 ans les États fragmentés que nous connaissons. Au départ, Monsieur de Boissieu faisait référence à la souveraineté monétaire. Cette souveraineté monétaire passera par ces blocs régionaux. Si l'Afrique devient un bloc régional qui est appuyé par l'Europe pour jouer un rôle sur la scène mondiale, on assistera d'une certaine manière à ce que le Japon a fait avec la Chine il y a 50-60 ans. Vous avez tous les produits aujourd'hui, Mitsubishi et autres, sont made in China. Le rôle que le Japon a joué dans l'industrialisation de la Chine a été un rôle considérable. Et cela a permis, d'une certaine manière, de stabiliser cet espace de relations entre le Japon et la Chine et de créer un sous-multilatéralisme qui aujourd'hui permet une coopération dont on parle très peu entre le Japon et la Chine. Est-ce que vous savez que lorsque se font ces sommets Chine-Afrique ou Japon-Afrique, très généralement, ils sont suivis de sommets Chine-Japon exactement sur le même sujet qui est celui de l'Afrique. Donc il y a un potentiel dans le partenariat entre l'Europe et l'Afrique à fonder les bases d'un nouveau multilatéralisme. Et ça sera une leçon considérable pour les autres puissances, entre guillemets. Oui, oui. Merci beaucoup. J'ai une question du public qui est intéressante, qui est vaste. Je veux demander peut-être des réponses courtes, même si le sujet est vaste. C'est est-ce qu'un accord de libre-échange Europe-Afrique est possible et quels en seraient les avantages et les inconvénients pour l'Afrique ou pour l'Europe? Qui veut commencer? Je vais commencer. Monsieur Rouet, peut-être, oui. Ou Madame Moreno, allez-y. Rapidement, je pense que cet accord de libre-échange peut être extrêmement bénéfique pour l'Afrique parce que ça en ferait l'un des marchés les plus importants au monde. Et quand je regarde ce qui s'est passé en Europe, l'Union européenne, c'est surtout une union économique et qui a plutôt bien fonctionné et qui a aidé plusieurs pays européens à se développer et avoir une présence globale. Et je pense que si l'Afrique parvenait à créer cet accord, il est déjà créé et je crois que c'est l'un des accords qui a été ratifié le plus rapidement par le plus grand nombre de pays africains, ce qui est extrêmement positif et encourageant. S'il se mettait en place de la bonne manière, ce serait un véritable atout pour le continent, j'en suis convaincue. Monsieur Rouet, peut-être le point de vue d'un industriel. Oui, écoutez, nous, on est convaincus de cela. Hein. Je le disais tout à l'heure, la capacité de l'Afrique à raisonner globalement, et le parallèle avec l'Union européenne, pour moi, est avant tout une union et qui est un sujet fort. Et je pense que ça serait un vecteur de développement, et bien évidemment, pour l'Afrique et pour le développement de ce partenariat. Avec un deuxième sujet sur lequel je veux juste insister, c'est la partie co-développement, qui sera le seul point qui nous permettra de faire face à la compétition chinoise telle qu'elle a été décrite par Isabelle Moreno. Merci. Pour conclure, peut-être, d'abord un grand merci à toutes et tous pour vos contributions. Je pense que il y a eu des choses concrètes et intéressantes qui ont été dites. Je vais peut-être laisser la parole à Christian de Boissieu, qui est resté très silencieux et attentif pendant cette session. J'ai voulu vous prouver que je peux me taire. Ça peut arriver. Et qui va tirer peut-être quelques conclusions. Ce qui m'a frappé, d'abord, merci à tous et merci pour la qualité de vos interventions. Il y a de fortes convergences. Alors, les convergences ne sont pas bonnes en soi, mais en l'occurrence, elles sont bonnes parce que vous mettez tous l'accent sur des domaines dans lesquels je pense qu'il y a intérêt à travailler ensemble. Quand je dis ensemble, Europe-Afrique,
le numérique, la jeunesse, l'éducation, l'information. J'ai bien compris que l'Europe a une moyenne d'âge de 40 ans et l'Afrique de 19 ans et que c'est pas facile de se parler quand on a une telle différence d'âge. Vous avez compris que moi-même, je relève l'âge moyen de la population européenne, donc je suis assez mal placé pour évoquer les conséquences de tout ça pour les systèmes de gouvernance, comme nous y appelait notre ami Mayakin, et tout ça est très important. Énergie, changement climatique, on en a parlé. Je voudrais faire une proposition concrète, parce que j'ai tout ce qu'a dit, tout ce que vous avez dit, Carlos, Ibrahim Mayaki, Vincent, Elisabeth, et j'en passe, et notre ami Arnaud. Je ne veux pas oublier personne, c'est important. Mais moi, j'ai une proposition concrète. Ça fait 10 ans que je pense que l'Afrique est sous-représentée au G20. Il y a justement un seul pays membre, qui est l'Afrique du Sud. C'est pas normal qu'un pays comme le Nigeria, que tel ou tel grand pays francophone soit pas autour de la table. Simplement, pour éviter d'augmenter le nombre de personnes autour de la table du G20, il faudrait sans doute que l'Europe accepte de réduire sa représentation. Si la zone euro veut dire quelque chose, à terme, ça veut dire qu'un jour, la zone euro devra être représentée, à mon avis, par un seul pays européen autour de la table du G20. Ça laissera un peu de place à nos amis africains. Je termine en disant, on a beaucoup parlé de la Chine et de la concurrence, et au fond, je dirais, vive la concurrence des partenariats, parce que ça nous oblige, nous, Européens, à être meilleurs ou moins mauvais, d'une certaine façon. Alors la Chine, vous l'avez dit tous, Elisabeth y est revenue, est très agressive. Je pense qu'il ne faut pas oublier notre passé, chère Elisabeth, mais ce passé ne doit pas nous empêcher de nous projeter ensemble dans l'avenir. Et je reprends le mot par lequel j'avais commencé, sur des bases équilibrées et des partenariats gagnant-gagnant. Merci de votre attention. Merci à tous et à toutes.